Bienvenue à tous à ce quatrième webinaire sur le cycle de collecte de données qu'on organise cette année. Donc, celui-ci, il est vraiment sur les trucs et astuces pour améliorer votre collecte de données sur mobile avec une approche qualité. Et on fera un petit focus sur Kobo Toolbox. Donc, je vous rappelle juste un petit peu rapidement le contexte de ces webinaires. Donc, c'est des webinaires qui sont organisés par Cart-ONG, qui est une ONG spécialisée en gestion de données, dans le cadre d'un projet de renforcement de la gestion des données programmes des OSC francophones, qui est financé par l'AFD et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On est donc sur une série de 8 webinaires et on arrive au quatrième webinaire sur 8. Donc, vous voyez que vous nous avez supporté jusqu'à 4 webinaires. On verra si vous nous supportez jusqu'à la fin. On est sur le cycle, là, vraiment sur la mise en place de collecte quantitative de données de type enquête, dans lequel il y a 4 webinaires différents. Et là, on est sur le troisième sur 4. Il y a eu celui en juin qui était vraiment sur choisir votre outil de collecte de données sur mobile. Vous aviez celui sur concevoir un questionnaire avec des bases sur Kobo Toolbox, donc savoir vraiment concevoir avec le Kobo Builder. Aujourd'hui, on est vraiment sur une suite de celui-là avec une approche qualité. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la qualité de vos données? Et il y aura un dernier dans ce cycle-ci qui est vraiment sur comment analyser vos données d'enquête, donc avec un focus sur l'analyse dans Kobo, dans Excel également et autres. Et il y aura ensuite le cycle vraiment sur la collecte plus géographique. Pour rappel, les webinaires précédents sont visibles sur notre chaîne YouTube, dont on va vous repartager le lien. Donc, n'hésitez pas, si vous avez raté un épisode, à aller les revoir. Et ce sera la même chose pour les webinaires à venir, avec également les supports de formation qui seront disponibles. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et je vais commencer par une petite question spécifique pour les participants. Et je vous invite à répondre directement dans le chat par écrit si vous pouvez. Qu'est-ce que vous avez retenu et où appliquer de webinaires précédents? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant que vous en avez sorti? Ça peut être ou bien que ça vous a permis de créer votre premier questionnaire. Ça peut être un apprentissage, quelque chose, une fonctionnalité que vous avez découvert que vous ne connaissiez pas. Donc, libre à vous de réagir sur ce point. Mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que ça vous a appris, que vous aimeriez nous partager? Donc, c'est jamais facile d'être le premier à se lancer. Mais voilà, je vous invite à utiliser le chat sur ce point-là. Ça peut être, voilà, si vous avez choisi un outil de collecte de données que vous ne connaissiez pas, ça peut être sur voilà, l'utilisation d'un outil de collecte mobile, votre première enquête dont vous êtes fier. Voilà, j'invite les participants qui sont déjà dans le webinaire de répondre. Je vous laisse quelques secondes. Je reconnais certains noms de personnes qui étaient là au webinaire précédent. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement que vous avez appris quelque chose lors du dernier webinaire. N'hésitez pas à en profiter pour remettre votre nom et vous présenter si vous le souhaitez. Je vais peut-être continuer un petit peu l'introduction et je vous laisse continuer à réfléchir à ça et on fera le point rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, les personnes qui animent aujourd'hui ce webinaire, donc moi-même, qui est chef de projet en gestion de l'information chez Cart-ONG, et également ma collègue Jessica Bergametti, qui est Information Management Officer à Cart-ONG. Et j'en profite pour remercier sincèrement notre équipe communication, donc Yelena et William, qui nous aident à chaque fois dans le support de ces webinaires sans qui ça pourrait plus difficilement se faire. Au-delà des intervenants, donc je vous rappelle qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau dans ce qu'on vous dit
dans le webinaire par rapport à tout le contenu du portail en ressources en gestion de l'information, l'IM Portal et son coin d'apprentissage, dans lequel il y a énormément de boîtes à outils qui reprennent tout ce dont on parle. Et maintenant, pour entrer un petit peu dans l'agenda d'aujourd'hui spécifiquement, donc, ce webinaire est pour vous. Si vous collectez déjà des données avec des outils, donc nous, on va parler un petit peu de Kobo Toolbox, mais ça peut être des outils d'enquête au sens large. Mais aujourd'hui, vous trouvez que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, par exemple, vous ouvrez votre base de données extraite de votre outil de collecte mobile. Et quand vous voyez ça, vous dites, mince, j'ai mon plan d'analyse, mais je ne sais pas du tout comment je vais arriver à répondre à ce plan d'analyse avec les données telles que je les ai reçues. Donc, c'est vraiment pour ce type-là de profil qu'on fait ce webinaire aujourd'hui et on est ravis de pouvoir un peu synthétiser tout ça, vu que c'est des choses qu'on a beaucoup, on s'est beaucoup confronté à toutes ces questions-là au fil des ans chez Carto-NG. Donc, en termes d'agenda d'aujourd'hui, donc on va rentrer très rapidement là tout de suite sur des trucs et astuces techniques et vous faire découvrir un peu plus en détail que la dernière fois les paramètres dans Kobo qui vous permettent d'avoir une approche qualité. Et ensuite, on prendra un petit pas de recul et on regardera plus les trucs et astuces méthodologiques plus larges avec quelques petits témoignages aussi de Jessica et moi-même qui avons passé beaucoup de temps sur le terrain au fil des ans à suivre des enquêtes. Donc, on vous partagera un petit peu quelques expériences qu'on a pu mener qui ont vraiment joué sur la qualité des données. Et bien entendu, dans le cadre de la conclusion, on vous partagera toutes les ressources clés qui vous permettront de savoir plus en détail, vu qu'on ne peut pas non plus rentrer dans le détail pratique de chaque fonctionnalité, comment vous allez pouvoir aller trouver les tutoriels pour pouvoir mettre en œuvre plus en détail chaque point. Je vous rappelle juste que ce webinaire, il est vraiment tourné vers une conception d'enquête mobile de qualité. Donc, il y a plein de choses qu'on ne verra pas. Donc, certains d'entre vous connaissent peut-être le XLS Form, c'est le format d'enquête qu'il y a derrière Kobo ou d'autres outils et qui permet en général d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire avec le Kobo Form Builder. Donc, on ne va pas rentrer là-dedans parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir plutôt un public de novices en la matière. Donc, ce n'est pas vraiment ce que permet le XLS Form qui est beaucoup plus avancé. Mais il y a plein de ressources en ligne autour du XLS Form pour ceux qui veulent aller plus loin après. Encore une fois, on ne parlera pas trop de collecte de données qualitatives, de nettoyage des données, même si ça fait aussi partie d'une enquête de qualité, parce que c'est le nettoyage des résultats. Et là-dessus, vous allez par exemple avoir la boîte à outils analyse de données quantitative, la boîte à outils Excel également, qui sont sur le point d'apprentissage et dont on vous partagera à nouveau les liens. Un petit rappel des critères de qualité de données avant de rentrer dans le vif du sujet autour des paramètres de Kobo Toolbox, et je laisserai la main à ce moment-là à Jessica. Donc, en repartant des dimensions différentes de la qualité de la donnée d'OCHA, on peut en parler de 5 critères principaux: la pertinence, l'exactitude, le caractère opportun, l'accessibilité et la comparabilité. La pertinence, c'est vraiment dans quelle mesure les données répondent aux besoins actuels et potentiels dont vous pourriez nécessiter en lien avec vos projets. Donc, par exemple, normalement, vous êtes censé, on vous l'a suffisamment dit, développer un plan d'analyse. Et donc, c'est dans le cadre de ce plan d'analyse, normalement, que les données que vous collectez sont déterminées comme pertinentes ou pas. Il y a l'exactitude. Est-ce qu'elles décrivent correctement le phénomène qu'elles sont censées mesurer? Il y a le caractère opportun. Ça signifie vraiment le degré d'actualité des données par rapport à votre besoin. Donc, ça peut être, est-ce que les données sont très récentes, si vous avez besoin de données très récentes. Ça peut être lié à la fréquence de collecte, si vous avez besoin d'une collecte de données chaque mois, par exemple. Il y a la question de l'accessibilité, la facilité avec laquelle les données peuvent être obtenues et accessibles. Et la question de la comparabilité, donc la possibilité de comparer et d'analyser les données par rapport à d'autres sources qui peuvent être d'autres enquêtes, s'assurer, on reviendra dessus tout à l'heure, que vous avez bien un identifiant unique pour les éléments que vous suivez, pour vous assurer de pouvoir croiser les données, etc., etc. Et un dernier rappel avant
de commencer vraiment sur ces aspects plus spécifiques autour de Kobo Toolbox. Quand on parle de dimension de la qualité des données, il faut vraiment aussi considérer d'une part que chaque organisation va peut-être approcher différemment le sujet et surtout en fonction de la vocation de la collecte, si c'est une collecte pour, je ne sais pas, le reporting buyer, pour le suivi évaluation, il n'y a peut-être pas besoin du même niveau de qualité et c'est vraiment à vous de réfléchir à ce niveau de qualité que vous voulez atteindre. On ne vous encourage pas du tout par ce webinaire à rechercher la qualité à tout prix. Parce que parfois, ça ne peut ne pas avoir de sens. Si vous êtes sur une collecte à petite échelle ou vous êtes juste en train de prendre le pouls sur des besoins, il n'y a peut-être pas besoin que tout soit parfait à la virgule près, à la décimale près. Donc, c'est vraiment à vous aussi de définir cet aspect-là, parce que derrière, la qualité, c'est du temps. Mettre en place une approche qualité, c'est chronophage, que ce soit sur la définition des besoins, sur l'analyse des données, enfin, sur la conception de l'enquête, etc. Donc, c'est à vous de voir jusqu'où vous souhaitez aller. Et sur ces belles paroles, je laisse la parole à ma collègue Jessica qui va vous donner des trucs et astuces plus techniques. Bonjour à tout le monde et merci pour participer à ces webinaires. On rentre maintenant dans le vif du sujet, comme Mep disait. Merci pour me passer la parole avant tout et pour nous introduire à ces sujets. Et on rentre dans le vif du sujet et en fait, on va voir quels sont un peu les paramètres, les éléments qu'on peut inclure, qu'on peut adopter dans notre enquête au moment de la conception pour que notre collecte des données soit précise, soit fiable. Et on commence tout de suite avec en fait un questionnaire qui sera affiché sur votre écran et on va vous demandant quels sont en fait les paramètres techniques dans la conception de votre formulaire que vous avez déjà utilisé dans une démarche qualité. Et là, allez-y tout en sélectionnant quels sont les éléments que vous avez déjà utilisés. Et on va voir un peu quelles sont aussi votre réponses. Et si vous ne connaissez pas certains éléments, ne vous inquiétez pas. On va les voir, chacune de ces éléments, on va les voir tous ensemble, un après l'autre, après cette questionnaire. Et là, en fait, on voit qu'il y a pas mal de gens qui ont utilisé, par exemple, les réponses obligatoires, mais aussi pas mal des collectes des données multimédia, ainsi en regroupant les questions, aussi le fait d'avoir ajouté des conseils aux questions mêmes pour mieux les comprendre, des sauts des questions, aussi les calculs, ça c'est déjà une fonctionnalité plutôt avancée, ça c'est très intéressant. Et l'inclusion des métadonnées, on le verra après aussi. Alors là, on a déjà pas mal de gens qui connaissent les éléments dont on parlera, mais aussi on peut rentrer de plus en plus dans le vif du sujet. Alors, on revient sur ça à ce moment. Quelles sont les approches principales qui peuvent être adoptées dans la conception du formulaire? Quand on est en train de concevoir un formulaire, quelles sont les approches qu'on peut prendre en compte afin d'assurer que notre collecte des données, que les données qu'on va collecter soient fiables et soient précises? Entre ceux qu'on a déjà vus dans le questionnaire auquel vous venez de répondre, il y a l'inclusion des métadonnées. On va voir, on a déjà vu qu'est-ce qui sont les métadonnées dans le webinaire précédent, mais on va faire un petit récap pour mieux comprendre comment ça peut être utile au niveau qualité. On a l'utilisation des réponses obligatoires, mais il faut faire des petites attentions et on va voir là où il faut le faire. On peut inclure des données multimédia, mais aussi on peut inclure des messages et des conseils pour mieux comprendre, pour mieux répondre à la question, pour mieux comprendre la question. On peut regrouper même les questions. On peut aussi chercher à limiter tout ce qui sont les questions ouvertes de texte, et tout en cherchant d'inclure et d'avoir des options des réponses dans les questions, soit sélection unique, multiple, soit sélection unique, des réponses qui soient le plus exhaustives possible.
Mais aussi, on a le saut des questions qu'on peut utiliser, l'identifiant unique dont Mel vient de vous parler, et aussi les calculs, mais tout à fait aussi les contraintes. Alors, on y va et je suis tout en ayant ces problèmes. Voilà, on est là. Alors, on commence avec les conseils. Alors, les conseils sont en fait un texte qui peut être explicatif, qui est explicatif et qui peut être supplémentaire et qui peut accompagner soit notre question, mais aussi qui peut être un note et qui peut nous aider dans l'introduction du formulaire, mais aussi des conseils multimédia. On va voir comment en fait chacun de ces conseils peut être utile pour, euh, pour collecter des données qui soient de plus en plus des données de qualité. Alors, dans le premier cas, où on a des conseils qui accompagnent le texte en question, on peut voir le cas ici dans notre présentation. Par exemple, là, on a une question qui nous demande quel est le numéro d'identification personnelle. Et là, on met un conseil, un indice qui permet à l'enquêteur et aussi à la personne qui est inquiétée de savoir comment répondre à cette question-là. Alors, on lui donne un indice, un petit élément qui lui permet de mieux comprendre et en tout cas aussi de mieux répondre à cette question-là, tout en disant comment il faut répondre à cette question dans ce cas-là, par exemple, tout en incluant, tout en saisant un numéro à 8 chiffres. Et on a du côté gauche comment ça, on peut le voir au niveau de ODK Collect quand on est déjà en train de collecter nos données sur le terrain. Et en même temps, dans l'image des droites, on a comment ça, on peut le voir et comment ça peut être inclus au niveau de Cobo Builder au moment de la conception même de l'enquête comme vous avez déjà vu avec ma collègue Anaïs et Lise dans le webinaire précédent. Alors, c'est vraiment un petit indice, mais qui peut vraiment changer les réponses qu'on va avoir au moment de la collecte des données. Le deuxième typologie des conseils, c'est le conseil qui est en note explicative ou d'introduction à notre formulaire. Alors là, par exemple, on peut utiliser ce type de notes, ce type de conseils pour expliquer pour informer la personne, les gens qu'on est en train de enquêter, quelle est la finalité de ces formulaires, quel est son objectif, quelles seront plus ou moins les questions ou la thématique sur laquelle cette personne sera inquiétée, sera interrogée, et aussi, par exemple, combien de temps ça va prendre cette enquête, plus ou moins, et comment ces données seront utilisées. Alors ça, c'est très utile aussi et peut être aussi utilisé pour demander le consentement. C'est une fonctionnalité qui peut être aussi demandée pour le consentement et ça va être très utile afin de clarifier mieux et de plus en plus euh, le formulaire et ou certaines sections du formulaire même. Et après, on a les conseils multimédia. Tout à fait, on peut ajouter à nos questions, mais aussi à nos options de réponse, on peut ajouter des conseils multimédia, soit des audios, soit des images. Et ces images et ces audios peuvent être utilisés pour que la question qu'on est en train de poser ou les réponses, les options de réponse que nous sommes en train de leur proposer à la personne interrogée ou à l'enquêteur qui est en train de remplir l'enquête, soit plus clair ce qu'on est en train de lui demander ou les options qu'on est en train de lui proposer comme réponse. Comme vous pouvez voir dans l'exemple là, c'est possible que la personne qui est en train de répondre ou l'enquêteur ne connaît pas vraiment soit exactement euh, le mot, l'information qui nous sommes en train de lui proposer comme réponse, comme question. Et le fait d'avoir une image ou un audio peut être très intéressant pour que ça clarifie ce qu'on est en train de dire avec des mots. Et ça, ce sont les conseils. Alors, on a différentes typologies de conseils et comment ça peut être intéressant pour améliorer notre qualité au niveau des réponses, mais aussi des questions, parce que ça clarifie. Après, nous avons aussi les contraintes.
qu'est-ce que sont les contraintes? Les contraintes sont généralement des éléments, des paramètres qui nous permettent de limiter les réponses à certaines questions, tout en limitant, en posant un valeur minimale ou en posant un valeur maximale. Et celles-là peuvent être très utilisées et très utiles, surtout quand on a des champs numériques qui sont ouvertes. Alors là, par exemple, quand on a des questions telles que quel âge avez-vous? Quel est votre âge? Par exemple, si on est dans une enquête et on veut que les gens qui répondent à cette enquête soient toujours majeurs de 18 ans, on peut mettre un contrainte qui limite que les gens en fait qui participent à cette enquête doivent répondre, doivent avoir au minimum 18 ans. Alors que si on est en train d'enquêter une personne de 15 ans, en fait, l'enquête nous donne un message d'erreur et ne nous permet pas de poursuivre. Et le même peut être aussi posé sur des contraintes avec des valeurs maximales. Pourquoi ça, c'est important et peut être utilisé, peut être vraiment utile au niveau de la qualité? Parce que ça permet de limiter l'erreur ou le fait d'avoir mal tapé certains nombres ou certains chiffres et d'avoir toujours un contrôle qualité au moment depuis la collecte des données et pas seulement au niveau du nettoyage et au niveau de l'analyse. Et dans ce sens-là, je vous montre comment on peut comment on peut insérer un contrôle en utilisant Kobo Toolbox, Kobo Builder, pardon. Alors là, on est sur un exemple d'enquête et là, par exemple, on est en train c'est un questionnaire sur le ménage. On est en train de faire certaines questions sur le ménage pardon, et là, euh, on demande certaines informations, si le consentement et tout ça. Et après, on a une partie, une groupe des questions euh, de démographie et on demande en fait à la personne combien de personnes font partie de son ménage. Par exemple, là, on lui demande combien de personnes vivent dans votre maison sans vous-même. Alors, il faut, cela, c'est la question. C'est une question ouvert, numérique ouvert, où la personne peut répondre. Et là, on décide d'ajouter une, euh, un critère de validation, un contrôle qui dit que cette question, cette question, la personne doit répondre toujours avec une réponse qui soit avec un nombre qui soit toujours majeur ou égal à zéro. Ça peut pas être un numéro négatif et ça peut pas être aucun nombre. Et là, en fait, on a plusieurs possibilités qu'on peut changer. On a un numéro qui est en compte, ça peut être égal à un certain numéro, qu'il soit différent à un certain nombre, plus majeur, mineur, etc. Alors, on a plusieurs, en fait, informations. Euh, on a aussi un autre type de contrainte qui c'est tout à fait un contrainte avancé, on peut dire, et c'est ce qu'on appelle un contrainte regex. Qu'est-ce que c'est un contrainte regex? Un contrainte regex, c'est un contrainte, et on va l'avoir tout de suite aussi dans Cover Builder. Le contrainte regex, c'est un contrainte qui, en fait, nous permet de euh, limiter le nombre et le type des caractères, le nombre et les types des caractères saisis dans un champ des textes. Par exemple, c'est là, c'est généralement, on l'utilise par soit si soit dans des champs où on demande le numéro de téléphone, soit où on demande d'identifiant, de carte d'identité, un numéro de passeport, mais aussi pour les mails. Alors, on revient sur notre formulaire et en fait, je vous montre, par exemple, là, on demande à la personne qui est interrogée, quel est le numéro d'identification personnelle. Et là, on va définir, par exemple, que le numéro
Et ça, c'est très utile, par exemple, dans les contextes, dans les pays où, par exemple, nous savons toujours que le numéro d'identification personnelle ou le numéro de téléphone est composé par un certain nombre des chiffres ou un certain nombre de codes alphanumériques. Alors, avec des lettres, mais aussi des chiffres. Et là, ce qu'on fait, ce qu'en fait, on va définir avec cette formule qu'on appelle regex, on va définir entre les parenthèses carrées, on va définir la typologie des caractères qu'on veut cette réponse contient. Alors là, on permet que la réponse contient que des chiffres qui vont des 0 à 9. Il n'y a pas de lettres permis. Et entre ceux qui sont les accolades, on met le numéro fixe des caractères, le nombre des caractères maximum et obligatoire qu'il faut saisir, qui est 8. Et ça, par exemple, c'est pour un numéro d'identification personnelle qui, on sait, qui est composé par qui est des chiffres des 0 à 9 et qui est composé toujours par 8 chiffres. Alors là, on a en fait plusieurs euh, exemples des regex. Je vous invite à ces sens-là à visiter aussi notre ressource et notre boîte à outils qui où il y a pas mal des exemples et où chaque exemple de regex est bien expliqué comment on peut l'utiliser, par exemple dans le cas où on l'utilise pour saisir des mails, d'adresses électroniques ou aussi des numéros de téléphone, etc. Euh, voilà ce qu'on vient de voir. Et tout à fait, quand on met des contraintes, comme je vous disais avant, ce qui se passe, c'est que si la condition qui a été définie dans le contrainte n'est pas respectée, le système nous dit qu'il y a une erreur. Mais en fait, on peut aussi personnaliser ce message d'erreur et c'est ce qu'on appelle un message des contraintes. Ces messages d'erreur, on peut toujours le personnifier dans le critère de validation de notre Combo Builder où il y a error message. Là, on peut mettre en fait, on peut saisir le message qu'on veut qui va se montrer au moment où on fait une erreur. Et c'est très utile parce que c'est pas qu'il nous donne seulement l'erreur qu'on est en train de faire une erreur et on ne sait pas quelle est l'erreur qu'on est en train de faire, mais il nous donne en fait généralement le personnalise en nous donnant un indice de comment on peut faire la correction de cette erreur qu'on vient de faire. Par exemple, là, on a cet exemple où la question était quelles sont les sources actuelles d'alimentation de votre ménage? Le conseil disait qu'il faudrait sélectionner deux. Là, par exemple, on peut voir qu'on a sélectionné trois. Et en fait, quand on cherche à poursuivre dans l'enquête, le message d'erreur qu'on a, c'est vous ne pouvez pas sélectionner plus de deux options sur cette question. Alors, il nous donne un indice de comment mieux répondre à cette question-là. Alors, les contraintes en général et les messages des contraintes, ils nous aident pour avoir en fait un contrôle qualité immédiat au moment de la collecte des données. Des fois, c'est très difficile d'avoir des contraintes minimales, maximales. Je vous invite dans ces cas-là à soit voir s'il y a des données secondaires ou s'il y a des données qui ont été déjà collectées, qui peuvent vous aider à établir un peu des niveaux maximal ou minimal et pour les inclure au moment de la conception de votre enquête. Et là, après, on passe à un autre élément qui est le saut des questions. Qu'est-ce que c'est le saut des questions? On l'a déjà vu dans le webinaire précédent, mais on fait un petit récap. Le saut des questions, ce que nous permet qu'une certaine question ou un groupe de questions montre seulement si certaines conditions, si on a donné une certaine réponse dans les questions précédentes. Et ça pour avoir en fait une logique et une cohérence dans notre formulaire et dans notre enquête. Par exemple, là, on a ces deux questions-là. La première question demande est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes le chef de votre foyer? Les options de réponse sont oui ou non. Et après, la question suivante est quel est le nom du chef de votre ménage? Alors, la deuxième question, ça devrait se déployer
seulement si à la première question, moi j'ai répondu non. Parce que si j'ai répondu oui, mon nom et mon prénom, ils me l'ont déjà demandé tout en amont de mon enquête. Alors là, si on veut faire le saut des questions, il faut aller dans le Combo Builder où il y a le skip logic. Et là, on met quelles sont les questions, quelle est la condition qui doit être respectée, quelle est la réponse qu'on a dû respecter pour que les autres questions se déploient. Pourquoi ça, c'est intéressant au niveau de qualité des données? Parce que si on ne prend pas en compte et si on ne révise pas le saut de questions et qu'il y a une logique dans notre enquête, au moment, et ça n'est pas respecté, au moment où l'enquêteur, l'enquêtrice ou la personne qui est interrogée doit répondre, elle est forcée ou il est forcé à répondre à des questions qui n'ont rien à voir avec des questions, les questions qu'elle lui a posées antérieures et avec avec les réponses qu'il a données antérieurement. Alors, c'est très important de réviser tous ces sauts de questions et d'être sûr qu'il y a une logique et une cohérence et qu'on ne force pas la personne à répondre à des questions auxquelles il n'aura aucun sens par rapport aux réponses qu'il nous a données avant, tout en avoir des problèmes après des qualités et de cohérence dans nos données. Et après, pour avoir des données de qualité dans la conception de vos enquêtes, je vous invite à chercher à grouper les questions. Comme vous avez vu avant, on a dans notre formulaire, nous avons groupé les questions par rapport à une certaine thématique. Il y a l'introduction au début, il y a toutes les questions démographiques, un certain point, après toutes les questions d'alimentation, de santé, et après il y a des autres indicateurs. Pourquoi ça, c'est très important? Pourquoi? Parce que ça nous permet en fait d'être organisé, d'avoir un contrôle sur les questions qu'on est en train de poser, reviser que toutes les questions qui nous intéressent, surtout les questions stratégiques, soient là et qu'il n'y a pas des questions qu'on demande plusieurs fois ou qu'on ne demande pas. Alors, on a vraiment un contrôle sur toutes les questions qu'on nous intéresse et que ces questions-là soient bien qualifiées et ça nous aide à avoir aussi une cohérence, un fil rouge tout au cours de notre enquête et qu'on saute, on n'a pas des sautes dans un thématique après d'un autre, mais ça coule bien et ça aide aussi la personne à suivre toutes les réponses, les questions qu'on est en train de lui poser. Euh, voilà. Et l'autre élément, comme je vous disais au début, cherchez à éviter, surtout au niveau, quand vous faites des enquêtes, vous collectez des données quantitatives, à éviter les questions ouvertes. Pourquoi éviter les questions ouvertes? Pour deux raisons principales, parce que ça rend hyper difficile, ça rend compliqué l'analyse globale des données. C'est vraiment c'est la limite pas mal. Et en même temps, ça peut comporter d'avoir des autres risques d'erreur. C'est très compliqué de pouvoir analyser un texte qui soit personnalisé et personnalisable par chacun des répondants. Alors, c'est toujours mieux, dans le limite des possibles, d'avoir des questions soit que ce soit des questions à choix multiples ou à choix unique, mais où on prend en considération toutes les possibilités des réponses possibles. Pour savoir quelles sont toutes les possibilités des réponses possibles, je vous invite à avoir des travaux préparatoires, à faire des comparaisons avec des ressources que vous avez déjà, soit pour des enquêtes précédentes que vous aviez, soit pour de l'expérience que vous avez sur le terrain, à prendre en considération toutes les réponses possibles pour chaque question. Et en même temps, au moment où vous pensez à euh, où vous pensez avoir des réponses que ce soit complètes, des possibilités, des options des réponses qui se soient complètes et exhaustives, aussi à inclure dans ces réponses
les options que vous voyez dans mon écran, c'est-à-dire des options qui sont un peu des garde-fous nécessaires pour éviter que les enquêteurs, les enquêtrices, mais aussi la personne qui est interrogée saisissent des informations qui soient incorrectes seulement parce qu'elles ou ils doivent répondre. Alors là, je vous invite aussi à prendre en considération je ne sais, les options de réponse telles que ne sait pas, inconnu, n'est pas disponible, aucun de réponse, refuse aussi, la personne refuse de répondre, et aussi autre. Aussi, vous pouvez prendre en considération si vous êtes intéressé dans le cas où la personne sélectionne autre, si vous êtes intéressé à connaître sa réponse, parce que cela peut aider aussi dans les enquêtes suivantes à inclure cette question qu'on n'avait pas prise en compte dans cette enquête-là à être inclus après, à mettre une section ouverte pour que la personne seulement a la possibilité de spécifier qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'elle voulait inclure avec autre. Et l'autre élément, l'autre question, toujours un peu qu'on se demande toujours, c'est est-ce que les questions, c'est mieux de les avoir obligatoires ou pas? Dans ce sens-là, je vous invite à rendre obligatoire autant que des questions possibles et en même temps à penser au moins de rendre obligatoire les questions qui sont stratégiques pour vous, mais tout en considérant que peuvent être, il faut toujours considérer qu'il y a des questions qui ne peuvent pas être remplies dans le 100% des cas. Et dans ce sens-là, c'est toujours va évaluer quelles sont vraiment les questions obligatoires, donc vous avez vraiment besoin des réponses, et des questions qui ne sont pas obligatoires. En même temps, il faut toujours réfléchir sur le fait que vous pouvez, dans le cas où votre enquête est collectée aussi dans l'application mobile, mais aussi sur Enquêto, c'est-à-dire au niveau sur le site web, si votre enquête inclut des données comme la collecte d'un point GPS ou de code barre, sur Enquêto, ce n'est pas possible pour l'instant de le faire. Alors que si vous rendez cette réponse obligatoire, vous mettez la personne qui est entre l'enquêteur ou l'enquêtrice dans la situation de ne pouvoir pas répondre à ces questions-là et de ne pouvoir soumettre le formulaire. Alors, dans le cas où votre enquête inclut un point GPS ou un code barre, ne pas le rendre obligatoire pour ne pas empêcher à l'enquêteur ou l'enquêteur d'envoyer les formulaires. Ou peut-être juste un petit conseil, si par exemple vous souhaitez vraiment à tout prix collecter les codes barres, vous pourriez avoir une question, est-ce que vous avez la possibilité de collecter le code barre? Et en fonction de oui/non, avoir la question code barre qui, elle, est obligatoire. Donc voilà, il y a des petits trucs et astuces comme ça pour déjouer les contraintes logicielles. Merci, même. Et on passe à un autre élément qui est, comme disait Mev avant, c'est l'identifiant unique. Nous vous invitons à inclure, à disposer quand vous pensez à la conception de votre enquête, à penser à collecter aussi et à créer un système d'identification humainement intelligible, un identifiant unique. Pourquoi? Parce que pour des raisons principales. Si vous avez besoin de renvoyer les données que vous venez de collecter vers une autre base de données ou des autres données secondaires que vous avez récoltées sur le même bénéficiaire. Le fait d'avoir un identifiant unique pour chaque bénéficiaire, ça vous aide à faire le lien entre les données pour chaque bénéficiaire. Et en même temps, ça vous permet aussi de rendre plus rapide et plus efficace le nettoyage, parce que ça va vous aider rapidement à voir s'il y a des doublons des données qui ont été récoltées, et ça va aider d'une façon indirectement aussi l'analyse. Alors, si vous avez besoin, et c'est recommandé d'avoir un identifiant unique, prenez le temps de mettre en place un système qui ça fonctionne. Qui ça fonctionne, un système qui peut vraiment vous aider à identifier uniquement chacun de votre
bénéficiaire ou chacun de votre infrastructure si vous êtes en train de faire une collecte des données sur les infrastructures et chercher dans ces cas-là à utiliser un code court et significatif. Cherchez aussi à penser à utiliser des listes déroulant ou un système de codes et barres pour que chaque fois que, si dans le cas que vous devez ajouter des informations, il y a un système de contrôle continu, le code des barres ou ces listes déroulantes, ça peut vous aider plus rapidement à récollecter les données et que ces données soient liées directement à un certain bénéficiaire ou à une certaine infrastructure. Et en même temps, au moment de concevoir votre enquête, cherchez à configurer des filtres, ce qu'on appelle des listes en cascade, sur ces listes déroulants pour que pour que les infrastructures ou les bénéficiaires vont vous être montrés par rapport à enjeux graphiques, par exemple. Je vous montre un exemple comme ça, c'est plus compréhensible. Par exemple, vous êtes en train de faire la collection des données sur la qualité des lots sur certains points de collecte des lots. Et vous pouvez identifier chaque point, chaque source d'eau avec un code, avec un certain code. Et c'est là, si vous configurez votre système pour que pour les niveaux administratifs que vous avez sélectionnés auparavant, le, la- l'enquête vous montre que les points d'eau qui sont disponibles selon le enjeu graphique, les niveaux administratifs que vous avez montrés. Alors ça vous aide en fait à avoir, à collecter rapidement des données et aussi à rapidement identifier en fait quelles étaient à identifier plus facilement quelle est la source d'eau de laquelle vous devez récolter les données. Et à part ça, je vous invite aussi à utiliser tout ce qui sont les données multimédia dans votre enquête dès que possible, si c'est possible. Les données multimédia vous aident en fait, soit que ce soit des images, des audios ou des vidéos. Ils peuvent vous aider en fait à avoir une compréhension opérationnelle, avoir un contrôle qualité un peu double, mais et aussi il vous aide en fait, par exemple, dans le cas de l'image, peut être utilisé pour vérifier certains éléments. Par exemple, si nous avons euh, euh, pardon. Dans le cas de l'image, ça peut être utilisé, par exemple, si vous avez le cas, la question, c'est par exemple, quel est le type de toilette que vous utilisez, etc., parce qu'on est en train de collecter des données sur de Wash. Alors, dans ces cas-là, c'est possible que soit l'enquêteur, soit l'enquêtrice, soit la personne qu'on est en train d'interroger, dans le cas que ce soit un enfant, etc., ne peuvent pas vraiment définir exactement avec tous les détails spécifiques la typologie ou avec le nom spécifique de la typologie de latrine. Mais si on peut ajouter une image collecter une image euh, ensemble avec la réponse quand on a cette question-là, ça aidera au moment de l'analyse et du nettoyage pour vérifier en fait que la lettrine qui est dans l'image, c'est exactement la typologie de lettrine des réponses de lettrine qui a été sélectionnée dans la réponse. Alors pour ça peut être très intéressant le fait de pouvoir inclure, de pouvoir ajouter et prendre des images ou aussi prendre des audios. Comment on fait dans ces cas-là? Dans ces cas-là, dans notre Kobo Builder, on rentre, ajouter une question, on rentre une question et on définit si c'est une image, si c'est un audio aussi. Et surtout dans le cas de l'image, ça peut être aussi, comme vous pouvez voir dans l'exemple que vous voyez ici, ça peut être aussi une signature.
Et je vous conseille de définir dans les paramètres le maximum de pixels dont vous voulez une image. Pourquoi ça? Parce que ça vous aide, ça aide le système à ne prendre pas des photos de hyper grande qualité qui peut rendre après très difficile l'envoi et la soumission des enquêtes, mais en même temps, ça nous aide à prendre des photos qui sont d'une certaine qualité, qui nous aident dans l'analyse et dans le nettoyage, et en même temps, et d'avoir des données de qualité, et en même temps, le fait de ne pas avoir des hyper haute qualité d'image qui peut être difficile après pour envoyer des données, et ça peut être un limite plutôt qu'un avantage. Et le même point, ça concerne le vidéo. Aussi, les vidéos, c'est possible de prendre le vidéo, mais surtout, par exemple, on prend les vidéos là où les images ne sont pas suffisantes. Par exemple, si on veut vérifier, je sais pas, euh, la participation dans une certaine activité, etc. Mais les vidéos, la limite des vidéos, c'est le fait qu'en fait, au niveau sont tellement lourdes au niveau de l'enquête, ça va peser autant sur l'enquête, sur l'envoi de l'enquête, que des fois, ça représente plutôt un, euh, un peu un limite par rapport à les avantages que le fait d'avoir une vidéo peut avoir. Alors là, il faut toujours faire attention à quel moment c'est vraiment nécessaire d'avoir une vidéo et où on peut prendre une image, et ça sera suffisant. Dans ces cas-là, définir les pixels. Un autre élément intéressant que je vous conseille de prendre note, c'est au moment de nommer chacun de votre questions ici dans le Kobo Builder. Kobo Builder, une fois que vous mettez la question, en fait, que vous proposez la question que vous allez poser dans l'enquête, il va définir automatiquement le nom de votre colonne. Cela, c'est en fait le nom que vous voyerez au moment de décharger vos enquêtes au moment de décharger en fait vos enquêtes, tous les enquêtes qui ont été soumises. Et en fait, ce qui est là, c'est en fait, on voit que c'est un nom qui est très long et que c'est en même temps même pas trop significatif. On ne comprend pas quelles les informations parce qu'il y a en fait un numéro maximal de caractères. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir toujours à réviser le nom avec lequel votre colonne ou la colonne dans laquelle vous allez voir vos données sur chaque question est nommée pour que ça soit un nom qui soit bref, qui soit efficace et que ça soit compréhensible au moment où vous allez réviser, faire du nettoyage et faire de l'analyse de vos données. On rentre un peu maintenant et rapidement sur des éléments qui ne sont pas vraiment, qui sont les calculs et les métadonnées, qui ne sont pas vraiment visibles au moment de faire l'enquête, mais ce sont des éléments qui peuvent être qui peuvent nous aider au moment de l'analyse et aussi qui peuvent être utilisés comme indicateurs de la qualité de nos enquêtes. Alors, le premier invisible paramètre, on peut dire invisible de notre formulaire, ce sont les calculs. Qu'est-ce que sont les calculs? Les calculs, en fait, c'est un paramètre qui est Combo Builder, nous permet d'inclure dans notre formulaire. Et en fait, cette fonctionnalité nous permet d'inclure des calculs directement dans le formulaire et on voit le résultat de ces calculs directement au moment de extraire nos données et au moment de faire le nettoyage et de réviser toutes les données qui ont été subies. Pourquoi le fait d'avoir des calculs et de mettre des calculs directement dans le formulaire, au moment de concevoir le formulaire est important ou peuvent avoir des avantages. Les avantages sont vraiment sont intéressants parce que d'un côté, ça nous permet en fait de calculer soit des indicateurs immédiatement sans devoir passer pour faire les calculs nous-mêmes après, une fois avoir tout révisé, toutes les données, faire du nettoyage et tout ça. Mais là, en fait, on peut avoir les calculs d'un certain indicateur qui vous est intéressé directement une fois que vous exportez vos données.
Et en même temps, ça peut être utile pour faire des calculs pour des éléments dont nous avons besoin, qui peut être utile pour l'analyse, etc. Et ça va en fait diminuer la possibilité d'une erreur humaine au moment de l'analyse et aussi diminuer le temps de l'analyse au moment de faire l'analyse même. Alors ça, là, je vous propose un exemple. Par exemple, dans ces cas-là, les calculs, et là, on a par exemple le symbole que vous voyez dans Courbe Builder des calculs, c'est 1 plus 1. Et là, par exemple, dans ces cas-là, on prend en considération la question qui est celle qu'on prend en considération pour le calcul, qui est, vous voyez, c'est le nom en fait même de cette question-là. Et cette question qu'on prend en considération est combien de personnes vivent dans votre maison sans vous-même. En ces moments-là, on est en train de demander à la personne combien de personnes vivent avec lui ou avec elle dans sa maison, mais tout en excluant lui-même. Mais par exemple, au moment de faire l'analyse, nous avons besoin de connaître le numéro total des personnes qui habitent dans cette maison-là. Alors, dans ces cas-là, on aura besoin de faire le calcul, c'est très simple, mais on peut le faire directement dans le formulaire. Alors, quel est le calcul? Ça sera le numéro total des calculs, ça sera des personnes qui sont du ménage, qui sont à l'intérieur du ménage. C'est le numéro qui nous a donné la personne interrogée, plus un et un ça représente la personne que nous avons interrogée qui a été excluée au moment de lui poser la question dans le numéro total des personnes qui composent son ménage. Alors, dans ce sens-là, ça peut être intéressant de faire des calculs euh, et exactement pour ce que je vous disais avant, et voilà. Et pour le faire, il faut toujours prendre en considération, par exemple là, il faut toujours prendre en considération dans la première variable, il faut toujours prendre en considération les différentes variables et les variables, on le prend en considération avec le nom qu'on leur a donné dans la colonne. Alors, tout en revenant ce qu'on disait avant sur le nom de la colonne, c'est très important d'avoir des noms qui soient compréhensibles, bref, et aussi efficaces parce que ça peut nous aider aussi au niveau des calculs. Et après, on a les métadonnées que nous avons déjà vues. Ce sont des données qui sont collectées automatiquement par notre téléphone mobile et ne sont pas vraiment collectées directement manuellement par l'enquêteur. On a plusieurs données. Et ces données-là, pour le fait qu'ils sont automatiquement collectés par le téléphone, par notre téléphone mobile, ne sont pas sujettes à l'erreur humaine. Quelles sont ces données-là? On a, par exemple, euh, avec Start, là, vous trouvez toute la liste des métadonnées, de la typologie des données. Start, ça indique la date et l'heure des débuts de l'enquête. Alors, c'est la première donnée qu'on peut collecter avec le métadonnées, c'est la date et l'heure du début de l'enquête, mais aussi la date et l'heure du fond de l'enquête, le jour où l'enquête a été réalisée, le nom d'utilisateur, une fois qu'il a été configuré, le numéro des téléphones, parce que si on est en train d'utiliser généralement la collecte mobile, on est en train d'utiliser un numéro de téléphone, on est en train, pardon, de faire la collecte mobile sur un téléphone mobile, sur un dispositif mobile, on a généralement un numéro de téléphone associé. Après, on a l'identifiant unique du téléphone et aussi l'audit. Ok, on va rentrer un peu dans les détails dans l'audit. Qu'est-ce que c'est? Alors là, euh, ces éléments-là, les métadonnées, sont considérés en fait des éléments un peu qui font un indicateur de la qualité parce que ça nous permet de reviser un peu à combien de temps l'enquêteur lui a pris pour commencer l'enquête, à quelle heure il l'a terminé, combien de temps il a utilisé, etc. Et ça peut nous aider un peu à voir si par exemple une enquête, ça devrait prendre 20-25 minutes et l'enquêteur a répondu, a commencé l'enquête et a terminé l'enquête en 2 minutes. Ça veut dire qu'il faut un peu analyser pourquoi les raisons qui sont derrière de ces 2 minutes et pourquoi c'était pas 20-25 qui était plus ou moins la moyenne, etc.
il faut toujours, et ça c'est très important, il faut toujours informer les enquêteurs et les enquêtrices que ces données-là sont collectées. On ne les collecte pas sans leur dire, on les informe parce qu'ils doivent être conscients qu'il y a des données qui sont collectées par rapport à leur performance. Comment on peut ajouter ça dans le Kobo Builder? Dans ce cas, on va dans la partie latérale où il y a Layout and Settings. Et là, en fait, vous pouvez trouver tout le dataset, tous les métadonnées et vous allez sélectionner seulement celles que vous voulez que ça soit collecté. Il faut aussi dire que pas tous ces métadonnées peuvent être collectées si on utilise Enqueto, si on utilise la collecte des données sur le site web. Par exemple, le numéro de téléphone, ça ne sera pas possible. Alors qu'il faut toujours faire aussi attention à quels seront les dispositifs qu'on utiliseront pour la collecte des données, soit l'appli, soit le web, soit les deux. Et sur l'audit, comme je vous disais, la fonction d'audit, c'est une fonction qui fournit en fait un enregistrement très détaillé de la chronologie et de la séquence des événements qui sont associés à la soumission de chaque enquête. Par exemple, quand le formulaire était ouvert, quand le formulaire a été sauvegardé ou soumis, et aussi quand les moments où ont été répondues certaines questions, les différentes questions. Pourquoi tous ces éléments, dans une telle précision, peuvent être utiles? Alors, au niveau de la qualité des données, des contrôles, parce que pour vérifier en fait que les activités de collecte de données sont déroulées comme prévu. Pour une question de dépannage, s'il y a des problèmes qui surviennent, ça peut nous aider jusqu'à quel point nous étions et quels sont les indices sur ce qui n'a pas marché, des questions qui peuvent être, pourquoi il y a des questions on saute toujours, etc. Sécurité, responsabilité. Si des données sont modifiées ou supprimées, on peut toujours vérifier qu'est-ce qui s'est passé et qui était la personne impliquée. Et aussi la gestion de flux de travail parce qu'en fait, on peut comprendre la durée différente de chaque collecte des données, qu'est-ce que ça marche, qu'est-ce que ça marche pas, comment on peut améliorer. Pour aller plus loin, je vous invite, si vous avez envie d'aller vraiment plus loin et d'être sur le niveau avancé des comptes rendus, des listes en cascade et des calculs, et vous voulez aussi utiliser dans le XLS Form, vous pouvez essayer à visiter cette source qu'on appelle le cheat sheet, qui a été pas mal aussi montré dans les slides que je viens de voir avec vous, que je viens de réviser et de vous proposer. Et là, vous pouvez voir, comme vous voyez ici, il y a pas mal en fait des éléments qui sont là. Il est divisé pour chaque paramètre qu'on vient de voir. Je laisse alors maintenant la parole à Mev parce qu'on passe à voir en fait tous les astuces méthodologiques et des contenus. Merci Jessica. Et donc on a une question intéressante sur le chat, sur comment pouvoir faire quand on a une liste de membres d'un ménage pour pouvoir bien vérifier que les données désagrégées par genre et par âge correspondaient. Et on va essayer de vous trouver un exemple de formulaire pour que vous ayez toute la syntaxe associée. Enfin, c'est peut-être d'ailleurs dans le cheat sheet. J'ai pas eu le temps de regarder quand la question est arrivée. Mais on va regarder ça et on vous répond d'ici la fin du webinaire. Donc, voilà, maintenant vous avez vu un peu tous les aspects très, très techniques. On a voulu commencer par ça parce que ça demande toute votre attention. Et là, on va prendre un petit pas de recul vraiment sur les aspects plus méthodologiques et contenus. Donc, on veut faire un focus un peu sur 6 aspects qui nous semblent importants. Ce n'est pas la totalité de tous les aspects, mais là, on est vraiment sur un webinaire de découverte sur ces aspects-là. La question des données à collecter versus celles dont on a vraiment besoin. La question de la fatigue des bénéficiaires quand il y a une quantité de questionnaires à répondre qui sont trop fréquentes ou que les questionnaires sont à rallonge. Enfin, nombre de fois que j'ai vu des questionnaires où ça met 1 heure et demie à répondre sur le terrain. Enfin, pensez quand même aux gens qui doivent y répondre. Quelles sont les habitudes des enquêtés, les habitudes de vie pour ne pas arriver comme un cheveu sur la soupe? La question du no harm, la question linguistique, la question aussi de la formulation des questions et des biais associés.
Donc, on va regarder un petit peu chacun de ces aspects-là. Et c'est sur ces aspects-là qu'avec Jessica, on va chacune témoigner un petit peu d'expériences qu'on a pu découvrir sur le terrain. Donc, on va commencer euh, par la question des données à collecter versus celles dont on a vraiment besoin. Donc, nous, ce qu'on vous encourage à faire déjà, c'est bien entendu de minimiser un maximum les données que vous collectez pour vraiment collecter que celles dont vous avez besoin. J'ai vu trop de cas où quelqu'un nous dit oui, mais peut-être que dans 10 ans, j'aurai besoin de cette donnée-là. Oui, mais dans 10 ans, peut-être que vous ne serez plus là, que la base de données sera... Personne ne saura qu'elle existe encore. Essayez vraiment de minimiser. Demandez-vous aussi s'il n'y a pas des bases de données externes qui ont déjà cette information pour éviter de les collecter à nouveau. Vous avez même des possibilités dans Kobo de réinjecter des données issues d'autres formulaires. Donc, c'est ce qu'on appelle l'import de CSV externe pour, par exemple, alimenter des listes déroulantes, vos identifiants sur les personnes. Donc, il y a pas mal de ressources là-dessus en ligne si vous souhaitez aller dans cette direction-là. Et donc, c'est vraiment important également pour limiter la collecte de certaines données dans cette enquête. Donc, on rejoint le point sur le beneficiary fatigue. Donc, si on passe à justement cet aspect sur le beneficiary et fatigue, gardez en tête que non seulement c'est pas très respectueux des personnes de poser des questionnaires à rallonge, surtout si c'est un questionnaire qu'une autre ONG a posé quasiment la même chose la semaine d'avant, mais ça influe également sur la qualité des données. Donc, à vous de réfléchir à peut-être des protocoles de partage de données avec d'autres ONG, s'il y a des données dont vous avez tous besoin et de coordonner la collecte de données sur le terrain pour réduire un maximum le nombre de questionnaires qui sont posés et la fatigue associée pour les enquêter. Donc, on vous encourage à faire attention à la longueur du questionnaire, faire en sorte qu'il soit quand même gérable et que voilà, vous ne passiez pas 1 heure et demie à y répondre, que les questions, elles soient compréhensibles, donc vraiment éviter les questions avec du jargon, les questions avec un vocabulaire inexplicite, avec des aspects linguistiques qui sont peut-être mal compris, également des acronymes, tout ça c'est à éviter absolument. Éviter également les options incohérentes, donc il faut vraiment garder une logique dans les options qui sont proposées. Également la pertinence dans les questions et ou dans les réponses. Donc, quand il n'y a pas de pertinence, quand il manque des options évidentes, vous allez plutôt frustrer les personnes et elles vont peut-être pas avoir envie de répondre correctement à la suite de vos questions. Et également éviter des situations où c'est très dur de choisir une réponse, peut-être parce que des réponses sont très proches ou elles ne sont pas suffisamment exclusives. Donc, on vous encourage à vous coordonner avec d'autres acteurs qui pourraient être en train de collecter des données, d'utiliser des enquêtes courtes avec une certaine logique, de poser des questions qui sont précises, éviter les questions complexes, de fournir aussi une estimation du temps nécessaire pour répondre à l'enquête en début d'enquête, de communiquer les résultats aux répondants si vous avez les possibilités de le faire. Et on ne le redit pas ici parce que pour nous, c'est une évidence, mais il y a la question du consentement aussi de répondre à l'enquête qui est importante à prendre en compte. Et je passe le micro à Jessica pour un petit témoignage. Oui, dans ces cas-là, nous étions en train de faire une collecte des données sur de baseline pour la sélection, en fait, aussi qui est utilisée pour la sélection de bénéficiaires et sur la thématique euh, de l'alimentation, de la sécurité alimentaire. Et on était dans le couloir Centre-Amérique. Et dans ce cas-là, on avait des enquêtes qui duraient 45-50 minutes au minimum. C'était des enquêtes très compliquées avec une immensité d'informations qui étaient considérées nécessaires pour la sélection des bénéficiaires. Et en même temps, c'était des enquêtes qui, pour la plupart des questions, ont été répétées au moins une fois par mois sur 6 mois plus ou moins. Alors, on était dans le contexte du COVID-19, alors on ne pouvait pas aller sur le terrain. Et ces enquêtes faites pour téléphone et aussi
dans des communautés complètement isolées et des fois avec des difficultés avec la ligne téléphonique, alors avec une communication très compliquée, très difficile pour se comprendre vraiment, pour avoir une bonne ligne, une bonne compréhension, une bonne communication, était vraiment difficile et les réponses qu'on avait, surtout à la fin du questionnaire, étaient vraiment, des fois, on, on avait l'impression que les gens vraiment étaient euh, fatigués de répondre et n'avaient pas vraiment le temps, des fois, et l'envie d'être tout ces temps par téléphone avec une communication difficile. Alors, et surtout quand c'est une sélection, quand on parle d'une enquête des sélections de bénéficiaires, ça peut vraiment avoir aussi des, des éléments ou des conséquences importantes après si la collecte des données n'a pas été faite dans la meilleure des cas. Et après cette petit témoignage, euh, on passe à un élément auquel il faut faire toujours attention au moment qu'on pense de mettre, de faire notre collecte des données et le fait de penser à quel est le meilleur moment pour que les personnes qui ont été sélectionnées, qui ont été sélectionnées pour être enquêtées soient disponibles parce que il y a pas mal des éléments et des conditions qu'il faut prendre toujours en compte au moment de penser quel est le meilleur moment pour que pour qu'on peut avoir la personne a du temps pour nous répondre et la personne exactement qu'on cherche est là pour nous répondre. Il faut toujours prendre en considération, par exemple, si c'est la femme si la personne qui en cherche qui nous répondre soit par exemple la femme, par exemple le travail domestique, des fois, ou tous les parties de pratiques, en général, toutes les pratiques religieuses ou culturelles qui sont du contexte dans lequel on est en train de faire la collecte des données, euh, le travail de la personne oui, le travail de la personne de la catégorie de personnes qu'on est en train de prendre en considération, où est la localisation de son travail, quels sont les horaires de travail, euh, mais aussi le fait, par exemple, de la recherche de l'eau, le fait de la garde d'enfants, etc. Il y a pas mal d'éléments qu'il faut prendre en considération. Et sur ce point-là, je laisse la parole à Mev pour que nous donne son expérience et son témoignage qui peut être utile dans notre prochain collecte des données. Donc moi, en effet, c'est quelque chose en lien un peu avec le travail domestique. Donc je suivais un peu une enquête à grande échelle au Cameroun où on s'est retrouvé, enfin je trouvais que les résultats sur les quantités d'eau par ménage étaient vraiment incohérentes à l'échelle d'une semaine pour un certain nombre de ménages. Donc je me posais beaucoup de questions. Et en allant un peu sur le terrain, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était toujours des hommes qui répondaient aux questions, pendant que les femmes étaient à ce moment-là en train de faire autre chose, d'aller chercher de l'eau, etc. Et en fait, ils se sentaient un peu obligés de répondre à la question. Enfin, ils trouvaient ça bizarre de ne pas être en capacité de répondre, mais comme ce n'était pas eux qui étaient en charge de l'activité de recherche de l'eau, en fait, ils donnaient des réponses très, très, très approximatives. Et on s'est retrouvé à justement ne pas avoir le bon interlocuteur pour répondre à la question, ce qui a beaucoup affecté la qualité des données. Et comme on est déjà sur des types de données, sur la quantité d'eau collectée qui sont approximatives par nature, ça rajoutait vraiment des biais. Donc voilà, c'est vraiment essentiel d'avoir la bonne personne pour répondre à l'enquête. Donc, on va passer au sujet suivant, qui est vraiment le principe du do no harm, qui peut avoir deux aspects différents, tout à fait, enfin, en priorité, enfin pas en priorité, mais on a tout d'abord le do no harm, donc le ne pas nuire, qui concerne vraiment la personne interrogée. Donc, vraiment s'assurer que le fait de répondre à l'enquête ne va pas lui poser problème, donc qu'elle soit dans un endroit sûr, protégé, où il ou elle se sent à l'aise pour répondre aux questions,
se sentent libres de répondre ou de ne pas répondre aux questions également. Peut-être qu'il y a des questions qu'il faut ne pas rendre obligatoires aussi pour cette raison-là. Il peut y avoir des thématiques très sensibles. Donc attention, on reviendra un petit peu dessus avec un exemple sur l'hygiène menstruelle, par exemple, tout à l'heure. Il peut vraiment y avoir des sujets sur lesquels des personnes n'ont pas envie de répondre ou que ça serait malvenu vis-à-vis de leur communauté, de leur culture ou autre de répondre à ce genre de questions si c'est des sujets ou bien tabous ou assez sensibles. Donc faites attention quand même à respecter cela. Et ensuite, au-delà du danger potentiel pour la personne, il y a aussi la question pour l'enquêteur. Il faut vraiment s'assurer que les enquêteurs et les enquêtrices soient dans des bonnes conditions de sécurité pour la collecte de données. J'ai déjà vu des contextes, par exemple dans le contexte syrien au moment de la guerre, qui est toujours en cours, mais que les mobiles en fait étaient vus comme quelque chose en termes de sécurité qui posait question. C'était vu comme des outils de flicage par le régime. Et donc, c'était très, très, très dangereux pour les enquêteurs de collecter des données tout simplement, mais encore plus quand c'était avec un mobile. Donc, et je vais passer la parole à Jessica pour un témoignage un petit peu plus poussé sur ce volet enquêteur. Merci, Mev. Oui, on était toujours, toujours dans la collecte des données. Aussi, dans ce cas, c'était mobile. Mais dans le cas, par exemple, du principe du not harm pour les personnes qui sont interrogées, pour les personnes qui sont enquêtées, on était en faisant, c'était le contexte du Nicaragua, dans la côte nord où avec des communautés qui sont autochtones et là où la thématique par exemple de la menstruation et en général de toutes les thématiques qui sont euh, des éducations, mais aussi de santé sexuelle et reproductive sont des thématiques très délicates. Et là, en fait, le fait de collecter des données avec euh, les femmes de la communauté, avec aussi des jeunes femmes de la communauté, c'était un problème parce que, en fait, on s'est rendu tout d'abord, on s'est rendu compte on pouvait les mettre dans une situation de danger parce que on cherchait à garantir les conditions de tranquillité pour la femme avec des séances dans des endroits tranquilles où elle pouvait parler tranquillement, mais en même temps, on avait toujours des incursions, soit des enfants, euh, des garçons, ou soit des hommes qui venaient pour écouter ce que la femme disait, qui en fait pouvait être reporté soit à son père, soit le père de famille, ou soit aussi à son mari et cela pouvait la mettre en danger. Et là, on a interrompu en fait la collecte des données pour revoir les moyens et mettre en sécurité, être sûr que ça ne pouvait pas causer aucun, euh, aucun danger pour les femmes qu'on était en train d'interroger. Et au niveau de l'enquêteur, c'était toujours des communautés un peu problématiques où il y avait pas mal euh, de trafic des drogues qui passait de l'Amérique latine aux États-Unis, en Amérique du Nord. Et dans ces cas-là, on savait que c'était des communautés un peu compliquées. On avait toujours fait de la collecte des données. Et dans ces cas-là, le fait, c'est qu'en fait, un leader de la communauté a cherché à isoler une de notre enquêtrices tout en disant qu'il y avait une autre maison, un autre ménage, interroger tout ça, mais plus isolé. Et ça, on a presque à passer le fait que, en fait, le, le leader a profité en fait de l'enquêtrice toute seule pour la violer. En tout cas, c'était toujours des couples qui allaient ensemble. Dans ces cas-là, un des autres enquêteurs s'est rendu compte, a suivi la personne, etc. Et vraiment, le fait de toujours mettre des moyens, des contingences, des mesures des contingences en cours auparavant, c'est toujours mieux pour que les gens vraiment soient, euh, les personnes interrogées, mais aussi les enquêteurs et enquêtrices, soient dans la meilleure des conditions pour faire leur travail.
Euh, un autre élément intéressant, c'est absolument qu'il faut toujours prendre en considération au niveau méthodologique, au niveau des contenus, c'est la langue. Afin que l'enquête soit compréhensible, soit bien répondue, que les questions soient claires et les réponses aussi, c'est nécessaire que, dans le limite du possible, que la langue dans laquelle on pose les questions directement soit la langue des pertinences, la langue dans laquelle la personne aussi interrogée comprend et soit claire et peut s'exprimer facilement. Euh, Dans le cas où il y a pas mal de langues aussi qui sont des langues seulement orales et qu'on ne peut pas écrire, alors là, si ce n'est pas possible de traduire directement l'enquête et de l'avoir dans la bonne langue, traduite dans la bonne langue, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous assurer d'avoir des traducteurs ou des traductrices qui accompagnent le procès d'enquête, mais en même temps qu'ils soient là et tout pour faire tout en amont de la collecte des données pour faire un travail vraiment de traduction et de compréhension totale de l'enquête avant de mettre en fait l'enquête en place, en fait, avant de collecter les données pour qu'ils soient complètement à l'aise et familiarisés avec le contenu de l'enquête, avec le vocabulaire le plus approprié pour se faire comprendre au moment de le faire et pour que la traduction, ça passe vite au moment de collecter les données. Donc, juste pour témoigner un petit peu sur cet exemple donc, linguistique, donc, je me suis retrouvée dans un contexte où on a fait une collecte de données de plusieurs milliers de ménages. Et le responsable de l'enquête du côté du partenaire avait choisi de privilégier le fait que les enquêteurs parlaient bien anglais, parce que lui, c'était la seule langue qu'il parlait, et pour que les messages clés passent bien pendant la formation. Mais on s'est rendu compte, en se rendant sur le terrain, pendant les premiers jours de l'enquête, qu'en fait, c'était des enquêteurs qui venaient plutôt du contexte urbain dans lequel on était, et c'était plutôt les réfugiés dans le contexte très, très rural qui parlaient la même langue que les potentiels enquêteurs qui pouvaient y avoir dans les campagnes qui parlaient la même langue. Donc, bon, vu le contexte, je n'ai pas vraiment envie de donner les détails linguistiques associés. Mais c'était pour vous dire que, en fait, l'aspect linguistique, ça peut vraiment tout changer en termes de qualité des données. Et je me suis vraiment retrouvée à regarder des résultats d'enquête qui étaient à côté de la plaque parce que même moi, en regardant la scène, alors que je comprenais pas non plus la langue sur place, je voyais très bien par rapport à ce qui était pointé en termes d'observation et autres que les questions avaient été très, très mal comprises par les enquêtés. Donc, c'est vraiment à vous de réfléchir, faire en sorte de traduire les enquêtes quand c'est possible, ou d'avoir un traducteur en live. En tout cas, choisir des enquêteurs qui ont des moyens de se faire comprendre, qui peuvent aussi peut-être pas, pourquoi pas être appuyés par des supports imprimés et autres. À vous de voir en fonction du contexte ce qui est pertinent. Et donc, continuons sur la suite, sur des aspects plus de formulation et de biais. On vous encourage vraiment à réfléchir à comment vous formulez vos questions. Essayez de garder vos questions neutres, n'essayez pas d'influencer la personne enquêtée. Si par exemple, vous dites non, mais vous êtes vraiment sûr que vous ne connaissez pas les 3 meilleurs moyens de vous laver les mains, bah, d'une part, ça peut être offensant pour les personnes à qui vous parlez, mais en plus, ça va les influencer et ils vont vous sortir des choses qui leur viennent plus ou moins, mais juste parce qu'ils se sentent obligés de répondre. Donc, faites attention à ce genre de choses. Essayez également de contextualiser les questions. Donc, de vraiment formuler vos questions en réfléchissant à du langage qui va être bien, bien compris localement. Peut-être qu'il peut y avoir des termes locaux techniques ou de langue locale qui vont être bien, bien compris. Donc, attention à ça. Euh, et c'est vraiment lié à ce côté de garder les questions compréhensibles avec le moins de jargon possible. Et en termes de biais culturels et de sensibilité au contexte, faites attention, vous pouvez vite agacer, démobiliser une personne si vous posez une question qui est totalement déplacée
au vu, voire qui peut être vu comme agressif presque, au vu de leur contexte, de leurs besoins. Donc, c'est vraiment important aussi de réfléchir peut-être en termes de site pilote pour mieux comprendre les contextes avant d'arriver avec vos gros sabots qui peuvent être un peu déconnectés de la réalité. Et je repasse la main à Jessica pour un exemple. Ok, un petit exemple ici, je vous donne avant tout un peu des contextes. C'est le cas d'un formulaire de WashCap pour des étudiants et des étudiantes qui ont entre 7 et 25 ans. Alors là, on commence avant tout en demandant le sexe de l'étudiant. Là, il faut faire toujours attention quand on demande le sexe ou le genre. Et parce que par exemple, dans ce sens-là, si on voyait la même question dans des autres langues, était des fois on demandait les genres, des fois on demandait les sexes. Alors cherchez à être cohérent de quelle est l'information dont vous avez besoin, tout à fait, tout en comprenant aussi toutes les réponses possibles. Dans ce sens-là, on parle de garçon, de fille, mais on donne pas une troisième option. Euh, pour être plus inclusif. Et après, il y avait, toujours dans le même formulaire de WashCap, il y avait des éléments sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Et en fait, cette question-là allait se déployer directement une fois que sur le saut des questions, c'était en fait qui est la condition, est-ce que c'est déployé si on tapait sur fille? Et là, la première question sur l'hygiène menstruelle était, peux-tu facilement parler de tes règles pour la première fois avec ta mère? Alors là, vraiment, il y a une question hyper directe où, en fait, on ne prend pas en compte, parce que, par exemple, on a une étudiante qui peut être entre 7 et 25 ans, alors peut être qu'à 7 ans, la personne n'a pas de menstruation, même si c'est une fille. On ne peut pas savoir si la personne, en général, parle facilement de la règle. Alors, une première question, une première astuce à mettre, ça sera euh, est-ce que tu peux facilement parler de la menstruation? On peut aussi avoir toujours, surtout sur certains éléments sur certaines thématiques, pardon, des éléments des cultures, traditions, religions que des fois empêchent la personne en fait d'en parler tranquillement, de parler librement. Et on ne demande même pas en fait à la personne si cette personne a une mère ou pas. Et on est en train de dire, de demander tout immédiatement ça. Alors, il faut, pour revenir un peu sur non, il faut toujours prendre en considération euh, tous les éléments de langage du niveau de la culturelle, au niveau aussi tradition, au moment qu'on prend en considération et on met en place un certain formulaire et surtout avec certaines thématiques. Et on revient, j'ai toujours ok, on revient. Un autre élément très important, toujours à prendre en considération au niveau méthodologique, c'est la formation des enquêteurs et des enquêtrices. Nos enquêteurs et nos enquêtrices sont des acteurs et des actrices clés, jouent un rôle fondamental dans la réussite de nos enquêtes. Dans ce sens-là, voyez attention à la sélection de vos enquêteurs et vos enquêtrices. Comme disait Meva avant, il faut toujours faire attention aussi à quelle est la langue qu'ils parlent, si on a aussi des traductions à faire, si on a aussi des différents contextes linguistiques et culturels dans lesquels on travaille. Il faut toujours, faut toujours, mais c'est serait recommandable de le faire participer aussi dans le contenu de l'enquête parce que des fois, si on vient dans un contexte différent, c'est difficile de contextualiser l'enquête au contexte particulier dans lequel il faut la mettre en place et peuvent être très intéressants pour qu'ils nous donnent leur impression pour les intégrer dans l'enquête même avant de la mettre en place et aussi pendant qu'on est en train de la mettre en place, on peut toujours faire des petites modifications. Et chercher à leur montrer si vous décidez de faire une collecte des données mobiles, chercher à leur montrer que cela ne va pas c'est pas on doute de leur capacité ou de leur expérience, mais en fait, la collecte mobile, c'est quelque chose qui a une valeur ajoutée
dans ces contextes-là et que ça va les aider, mais ne touche pas leurs capacités, leurs compétences et leurs expériences. Et aussi chercher à, pendant la formation, à rendre le plus clair possible quelles sont les questions stratégiques qui sont les plus importants et pour que ça soit plus simple et qu'ils puissent familiariser le plus possible avec les enquêtes, chercher à leur faire faire des jeux de rôle, des tests de standardisation pour qu'ils soient familiarisés avec le contexte, avec les différentes réponses et aussi ils peuvent être empathiques avec la personne qu'ils sont en train d'interroger. Et je laisse la parole à Mev pour voir les derniers points de la cycle de vie de l'enquête. Oui, merci Jessica. Il y a deux, trois questions dans le chat, on y répondra à l'oral à la fin, d'ici quelques minutes. En termes de cycle de vie d'une enquête, donc il y a un certain nombre de choses dont on a déjà parlé, mais juste pour reclarifier et rappeler tous les points clés. Dans la planification en amont de votre collecte de données, pour être sûr d'avoir une approche qualité, votre priorité numéro un, c'est d'avoir un plan d'analyse qui réfléchit aux questions dont vous avez besoin, comment vous les analysez, les désagrégations possibles, et ça va être un peu votre checklist de toutes les choses qu'il ne faut pas oublier dans votre enquête. De réfléchir aussi à quel est le niveau de qualité souhaité. Donc, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que vous avez vraiment besoin de collecter toutes ces données, ou en tout cas minimiser un maximum pour vraiment rester sur les données essentielles dont vous avez besoin? Réfléchir bien sûr aux méthodes de collecte de données, parce que on n'en a pas parlé, mais bien sûr tout ce qui est choix de méthode entre collecte qualitative, focus group, observation, etc. C'est des informations énormément utilisées également pour vous, votre analyse. Donc là, il ne faut pas juste se focaliser sur les enquêtes quantitatives comme on a pu le voir. Bien entendu, considérer le contexte de sécurité et autres. Ensuite, sur la conception du formulaire, donc on est rentré dans pas mal de détails sur tous les paramètres qu'on a vus, mais gardez en tête que ça va vraiment beaucoup jouer dans votre qualité de formulaire. Après, il ne faut pas non plus trop en faire, dans le sens où si vous voulez, comme on le disait tout à l'heure, garder un formulaire durable, ça ne sert à rien d'avoir des regex dans tous les sens que personne ne comprendra dans votre équipe. Donc, restez sur quelque chose qui est adapté aussi à qui pourra réutiliser l'enquête plus tard. En termes de validation du formulaire, faites une première validation technique où vous testez vous-même un peu tous les parcours, tous les cheminements de votre formulaire. Faites en sorte de tester également, peut-être avec des collègues, tester la compréhension des mots et concepts clés, pourquoi pas avec les enquêteurs. Faites un test de standardisation. Donc ça, c'est moi, je fais souvent ça sur le terrain. Donc vraiment mettre tous les enquêteurs en situation. CDM, c'est collecte de données sur mobile. Je vois une question dans le chat. Faites en sorte de vraiment mettre tout le monde ensemble avec peut-être un scénario que vous suivez qui aide à réfléchir un peu aux zones grises de votre enquête avec tous les enquêteurs qui doivent répondre à cette fausse enquête et vous leur montrer les résultats ensuite. Et s'il y a des différences entre enquêteurs, c'est qu'il y a un problème dans la compréhension des questions. Faites bien entendu un vrai site pilote sur le terrain avant de vraiment déployer votre enquête. Et dans votre déploiement d'enquête, assurez-vous d'un contrôle continu en permanence. Donc, l'avantage de l'enquête de données sur mobile, si vous arrivez à faire en sorte d'avoir une connexion Internet pour envoyer les résultats peut-être tous les jours, le soir, vous pouvez vérifier est-ce qu'il y a des choses qui sont incohérentes par rapport à ce que vous attendiez comme résultat, et ça vous permet de peut-être le lendemain matin regrouper les enquêteurs ou leur partager à distance quelques recommandations si vous voyez qu'il y a des choses qui ont été mal comprises, surtout les premiers jours de l'enquête. Faites, pourquoi pas, des contrôles de la langue utilisée pendant les enquêtes, si c'est vraiment des enquêtes de grande ampleur. Assurez-vous ensuite sur l'analyse et la diffusion, bien entendu, de partager les résultats et pourquoi pas aussi aux personnes enquêtées pour comprendre, pour qu'elles aident à comprendre, pour les aider à comprendre pourquoi vous avez fait cette enquête. Assurez-vous de vous-même construire
un feedback sur l'enquête, dans le sens, qu'est-ce que vous auriez fait différemment en termes méthodologiques si c'était à refaire, pour que si quelqu'un d'autre reprend cette enquête un jour, qu'il ait les bons réflexes de choses à améliorer. Donc, ça nécessite d'archiver. Vous pouvez archiver sur Kobo ou exporter votre trame d'enquête pour qu'elle soit plus facilement compréhensible et réutilisable. Donc, je vais peut-être m'arrêter là sur le cycle de vie d'une enquête, mais voilà, c'est pas mal de choses importantes à se poser. Et on va peut-être là juste s'arrêter sur les 2, 3 questions qu'il y avait peut-être avant de passer sur la dernière question pour les participants. Donc là, j'ai plus le chat sous les yeux, mais il y avait une question sur les aspects audit. Donc sur le volet audit, ce que ODK prévoit surtout, c'est le fait de savoir combien de temps un enquêteur a passé sur une question. Donc ça peut être assez intéressant si, par exemple, je voyais un retour également, un témoignage sur l'aspect importance de formation des enquêteurs d'un participant tout à l'heure. En gros, si vous voulez être sûr que, par exemple, le consentement est correctement demandé, savoir que la personne a passé 1 minute ou 2 minutes sur ce consentement plutôt qu'une demi-seconde, ça vous aide à savoir que la question n'est pas passée à la trappe. Donc, ça, c'est un bon exemple. Donc, après, il y a d'autres types d'outils hors Kobo Toolbox qui permettent d'aller beaucoup plus loin et d'avoir des audits où il y a vraiment des enregistrements audio aléatoires qui peuvent se lancer. Je pense à un outil comme Survey CTO. Vous avez une boîte à outils sur le Learning Corner dédiée à ça si ça vous intéresse. Donc voilà, bon, il y a vraiment énormément de choses qui peuvent être faites déjà juste dans le monde Kobo Toolbox. Donc n'hésitez pas à explorer les possibles là. Mais ça reste des fonctions assez récentes, les fonctions d'audit, qui vont continuer à s'améliorer dans le temps. Et il y avait une question sur comment exporter les résultats. Donc là, il y a le webinaire du mois prochain qui sera un peu là-dessus, sur comment faire votre analyse, que ce soit dans Kobo, dans Excel, voire même explorer comment vous connecter par le biais d'une API aux résultats de Kobo. Après, si vous êtes tellement impatient que vous voulez vraiment savoir comment c'est fait tout de suite, n'hésitez pas à regarder les parties du MDC Toolkit spécifique là-dessus qui vous explique comment vous pouvez mener votre analyse. Et je ne sais pas si tu as vu, Jessica, d'autres questions dans le chat que je rouvre. Ah oui, il y a la question, je vois, qu'est-ce que vous entendez par un site pilote? Un site pilote, en fait, c'est tester en conditions réelles votre enquête avec les enquêteurs, mais peut-être sur 2 heures pour que tout le monde puisse faire 2, 3 tests avec des personnes enquêtées. Et ensuite revenir ensemble et débriefer de quelles ont été les problématiques, quelles sont les questions qui étaient mal comprises, est-ce que vous avez des recommandations à faire à vos enquêteurs. Donc c'est peut-être que vous avez besoin de remodifier le formulaire parce que vous serez rendu compte de limites qu'il avait. Donc en général, quand c'est une enquête de grande ampleur, on essaie toujours de faire un site pilote. Et voilà, je laisse la parole à Jessica pour la conclusion. Merci, Mev. Et on avait en fait une autre question pour vous aussi, et je vous invite à l'écrire dans le chat, si il y a des autres éléments qu'on n'a pas traités dans cette webinaire, mais que vous considérez qui sont très importants sur la qualité d'enquête et le fait que nous n'avons pas traité. Je vous invite en fait à les écrire dans le chat, s'il vous plaît. Et dans le temps où je passe sur les conclusions, alors là, ok. Alors, on a 3 points principaux qu'il faut prendre en considération. L'importance de définir les niveaux de recherche de la qualité. Quel est le niveau de qualité que vous recherchez pour chacun de vos enquêtes, et aussi le fait de penser à la qualité à tout prix, penser vraiment quel est l'objectif de la collecte de vos données, comment ces données vont être utilisées, et c'est très important pour définir et quels sont les éléments à prendre en considération. En même temps, l'importance est dans la conception de formulaire même, de quels sont les éléments que vous pouvez intégrer dans le formulaire pour que
ça peut aider au moment de la collecte des données à avoir des données de qualité et aussi à avoir des paramètres ou des indicateurs de la qualité au moment qu'on fait l'analyse, au moment qu'on fait le nettoyage des données. Euh, Tout à fait, tout en considérant aussi, comme disait Mev il y a un moment, le fait que les formulaires doivent être durables, doivent probablement passer, ce sont des formulaires qui peuvent être utilisés dans un autre contexte ou dans quelques temps, alors qu'il y a possiblement des gens ou des autres personnes, des collègues qui vont le prendre en main et probablement ils n'ont pas le même niveau euh, le même niveau que vous avez sur la conception du formulaire. Alors, cherchez à le rendre, de mettre en place des éléments, des paramètres, mais en même temps que ce soit des paramètres qui se soient compréhensibles et sur lesquels on peut y travailler facilement. Et en même temps, le fait de toujours penser le contexte dans lequel vous allez mettre en place euh, votre enquête, quels sont les destinataires de votre enquête et aussi le fait que les enquêteurs et les enquêtrices jouent un rôle hyper important dans la collection des données de qualité et pour cela doivent être considérés tels que des acteurs et des actrices très importants, des acteurs et des actrices clés et euh, être pris en compte tout au long du processus du design de l'enquête, mais aussi pendant la collection de l'enquête même et dans leur formation. Et sur ces trois points-là, on termine notre webinaire, mais avant de terminer, merci pour avoir posé vos questions dans le chat dans lequel on va répondre et je laisse la parole à Mev pour que elle vous montre toutes les ressources clés que vous pouvez en fait utiliser pour avoir des éléments de qualité dans votre collecte des données. Et je vois qu'on a une question aussi sur comment analyser une question à choix multiples. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va garder plutôt pour le prochain webinaire. Mais donc sur les ressources clés, donc je ne vais pas vous faire la démonstration comme on envisageait de la faire vu l'heure, mais on dirait que votre référence numéro un, c'est vraiment la boîte à outils collecte de données sur mobile, que vous avez, je pense, vous avez eu le lien et donc on a mis vraiment énormément de jus de cerveau au fil des ans dans le cadre de toutes les formations qu'on a pu donner, toutes les expériences terrain sur comment dérouler une enquête de A à Z. Donc n'hésitez vraiment pas à utiliser cette boîte à outils. Vous avez également la boîte à outils analyse de données quantitatives pour vous aider sur votre plan d'analyse et réfléchir à comment vous souhaitez analyser les données de manière quantitative. La boîte à outils Focus Covid-19 on avait fait tout un travail sur la qualité à distance qui peut être intéressant aussi pour des collectes plus standards. Euh, on a également, donc là, vous avez des liens plus spécifiques sur les différentes boîtes à outils. Donc, pareil, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous avez une checklist sur la qualité pour la conception des formulaires et autres. Euh, et des ressources externes également, donc non Cart-ONG, il y a des super tutoriels qui sont faits par Humanitarian Data Solutions sur plein d'aspects sur la construction dans Kobo. Donc n'hésitez pas à récupérer le lien et le partager, enfin en tout cas l'utiliser pour aller voir des aspects plus précis qui vous intéressent. Vous avez le site de Kobo Toolbox, donc qui est, je pense que la documentation est principalement en anglais, mais si vous lisez l'anglais, il y a plein de choses qui peuvent être utiles. Le forum d'entraide associé, le site d'XLS Form pour les syntaxes un peu plus avancées que vous souhaitez mettre en place. Et je vais peut-être en rester là. Je vois qu'on j'ai pas réussi le template de formulaire WashCap, peut-être en termes de taille, a pas voulu s'envoyer par rapport aux commentaires, la question que j'avais sur est-ce qu'on avait un template de formulaire enquête eau, hygiène, assainissement sur les connaissances, attitudes et pratiques. Donc je pense que j'enverrai à la personne qui a fait cette demande
le formulaire par email directement parce que il était disponible avant sur le site du Haut Commissariat aux réfugiés, mais je crois que leur page est en train d'être revue et donc il est plus disponible. Donc voilà, j'enverrai directement aux participants ce point-là. Voilà, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions sur le chat normalement, sauf si mais merci à tous de vos questions et de vos témoignages également. Rappelez-vous, vous avez le lien pour pouvoir revisionner le webinaire. Celui-ci sera disponible normalement dès demain avec le support de formation associé. On espère que ça va vous aider à améliorer la qualité de vos enquêtes. Sinon, vous pouvez venir aussi avec vos questions pour le prochain webinaire. On essaiera d'y répondre. Mais voilà, on espère vraiment qu'on vous aide dans votre cheminement sur la collecte de données progressivement, pas à pas, de mois en mois. En tout cas, c'est l'objectif d'aujourd'hui. Merci à tous et je vous dis au revoir et à dans un mois. Au revoir.